Bienvenue sur le podcast 21 915 jours. 21 915, c'est le nombre de jours qu'ont passé les hommes et les femmes de Rapido à concevoir des véhicules de loisirs qui ont permis à des milliers de personnes de voyager à travers le monde. Dans ce podcast, découvrez celles et ceux qui font et ont fait de Rapido la référence du camping-car et du fourgon aménagé. À sillonner les routes de France, la déballe de la caravane pliante n'a plus de secret pour René, responsable commercial Rapido pendant près de 32 ans. Alors, je m'appelle René Letertre, j'habite Laval depuis 30 ans et j'ai travaillé chez Rapido de 1972 à 2005, date à laquelle je suis parti en retraite. Je suis arrivé chez Rapido en 1973, mais en fait j'ai été pendant plus de 2 ans à travailler pour Rapido. À l'époque, je travaillais chez un architecte et M. Rousseau, le père de Pierrick, est venu voir le meilleur architecte du département pour faire son usine de Mayenne dans laquelle nous sommes actuellement. Et au bout de 6 mois, même pas, M. Rousseau me dit « c'est un gars comme vous qu'il me faudrait ». Bon, c'est rentré par une oreille, sorti par l'autre. Et encore 6 mois après, je vais le voir, il dit vous vous rappelez ce que vous m'avez dit il y a 6 mois ? Bah non, je ne me rappelle pas. Il m'a dit vous m'avez dit que vous cherchiez un gars comme moi, mais ça tient toujours. Comme ça que j'ai été embauché. Je me rappelle le premier salon du Bourget, donc au mois de septembre, ça faisait 15 jours, 3 semaines que j'étais dans l'entreprise. Donc j'étais allé au salon du Bourget et je me souviens qu'il y avait un vendeur de caravane de Nice qui voulait représenter la marque. Monsieur Rousseau le discutait avec lui et moi j'étais là en auditeur et j'écoutais sans... Et bon, le gars, il se met d'accord sur la distribution des caravanes. Et une fois que c'est fini, moi je vois M. Rousseau, je lui dis vous attendez, vous lui donnez la marque, vous ne savez pas ce qu'il vaut, vous ne savez pas comment il est, vous ne savez pas comment il est représenté, vous ne savez pas comment il est aménagé, vous ne savez pas comment sont les concurrents à côté, ça me paraît un peu bizarre. M. Rousseau me dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi je dis le minimum, c'est d'aller voir sur place. Et 8 jours après, je me retrouve à Nice. Une anecdote, c'est pas une anecdote, mais disons, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de tout ci, il n'y avait pas de tout ça. Je me pointais chez les concessionnaires qui existaient, hein, je regardais sur l'annuaire où ils étaient se positionner. Alors, il n'y avait pas de GPS et tout ça, il fallait les trouver, c'était pas toujours évident, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de concessionnaires, hein, et ils étaient sur les axes principaux des grandes villes, mais jamais sur le même axe. Donc, on passait du temps sur la route pour aller de l'un chez l'autre, et j'arrivais chez eux sans rendez-vous. Et j'ai toujours été bien reçu en disant le Rapido, et le nom Rapido ouvrait les portes. Je me souviendrai toujours, les autres délégués, comme je disais, pas de téléphone, hein, donc pas de réservation, etc. Je me rappelle une fois, j'étais à Metz, j'avais fait tous les hôtels, complet. Bon, ça va, j'ai goûté dormir dans la bagnole. Et non, j'avais trouvé un hôtel, mais alors c'était une chambre, entre guillemets, qui réservait, parce que c'était toujours du côté des gares, hein. C'était une chambre qui se réservait pour des cheminots de passage qui passaient 3-4 heures et puis qui repartaient faire leur boulot. Et moi, j'avais dormi dans cette chambre-là, mais c'était plutôt une salle de bain qu'une chambre, hein. C'est-à-dire il y avait un lit d'appoint et une salle de bain au milieu de la pièce. Et j'ai dormi là-dedans. Bon, j'ai bien dormi, hein. Moi, je parle de ça dans les années de 75 à 85. Bon, Rapido progressait, mais était très peu connu pour la bonne et simple raison, c'est que la fameuse caravane de l'époque, la Matic, là, comme on l'appelait, n'était pas immatriculable. Donc, elle ne ressortait pas dans les statistiques. Donc, les concessionnaires avaient entendu parler de Rapido, ils s'en avaient en reprise, mais pour eux, ils ne savaient pas, disons, l'importance que la marque pouvait déjà avoir à l'époque. Donc, il fallait aller leur prouver, il fallait aller leur montrer, il fallait faire les convaincre, hein, que c'était un produit qui se vendait bien, qu'on venait acheter même. Il faut savoir que les premiers concessionnaires, c'était d'anciens clients, tous, qui avaient acheté pour leur compte personnel une caravane et qui ils s'étaient arrangés avec M. Rousseau. Et on disait, bon, si vous me vendez une caravane, je vous donnerai une commission. C'est-à-dire, ils les avaient en dépôt.
Ils n'achetaient pas les caravanes. Le nombre de points de vente camping-car, à l'époque où j'étais, c'était 35. Maintenant, je crois que c'est le double. Moi, j'allais les voir une fois par an. Oh, les plus loin, une fois par an. Les plus près, 2-3 fois par an. Mais c'est pareil, à l'époque de caravane, j'ai envoyé 4 par jour. Je commençais de bonne heure le matin, mais comme on en avait 90 points de vente, ben, ils n'étaient pas très loin les uns des autres. Alors j'ai envoyé un le matin, mettons à 8h30, 9h à l'ouverture. J'ai envoyé un autre vers 11h, 11h30, on allait déjeuner. Je allais voir le troisième, et puis le quatrième, j'allais le voir en fin de journée, puis on recassait une croûte ensemble. Mais ça, c'était facile parce qu'ils n'étaient pas loin les uns des autres. Et je choisissais mes concessionnaires en fonction de ceux qui aimaient bien manger et ceux qui n'aimaient pas. Il y en a à qui, je ne vais pas dire que je ne m'entendais pas, mais il n'y avait pas d'affinité, il y en avait d'autres. Je pense par exemple à celui des Vosges. Si j'allais là-bas et que je ne mangeais pas, il renonçait à la marque. Hein. C'était un des critères importants. Alors j'allais en fin de périple, et j'allais en fin de journée chez lui. Comme ça, disons, on passait la soirée, et je prenais un de tels pantalons. Je ne veux pas dire que tout se passait au restaurant, mais ça comptait beaucoup. La transition de caravane et du camping-car, à l'époque, on avait fait, au départ, il y avait cette fameuse caravane pliante, et après, disons, on avait une caravane surbaissée. C'est-à-dire dont le toit se descendait pour avoir une caravane qui rentrait dans un garage. C'était ça le but. Et puis est arrivé M. Rousseau, Pierrick, là, dans l'entreprise, qui était déjà depuis de nombreuses années. Hein. Mais on a eu l'opportunité, ou l'idée surtout, de mettre une caravane sur un châssis porteur. Et finalement, on n'a pas posé une caravane, on a reconstruit une structure de camping-car tels qu'ils ont été faits pendant des années. Et disons, ça a eu un très très vif succès. C'est la première année, on en avait fait 100, ce qui est là. Et on s'était aperçu qu'on était dans un marché marginal. Et là, disons, M. Rousseau, Pierrick, là, a dit, il faut qu'on aille dans le gros du marché. Et c'est là qu'on a fait des camping-cars traditionnels. On a d'abord fait un modèle qui s'appelait le 710, qui était sur base Trafic Renault. On a fait le 710, qui a très, 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 très bien marché. Et après, on est passé sur d'autres porteurs, des Peugeot, Citroën à l'époque, parce que les Fiat c'était encore toute une histoire, ça. Les Fiat existaient, mais les Fiat n'avaient pas le droit d'importer en France. On a construit des véhicules sur Fiat à cette époque-là, mais qui étaient destinés à l'export. Et après, on a fait, disons, un profilé, on a fait une capucine, on a fait un intégral, et voilà comment ça a démarré, quoi. On voulait rentrer dans le gros du marché, et très vite, on a joué le jeu du haut de gamme. On a joué le jeu du haut de gamme, c'est-à-dire qu'on avait toujours une avance sur nos concurrents. Avant, c'est des détails, mais je vois par exemple, on avait des batteries qui étaient plus importantes. On avait des volumes d'eau qui étaient plus importants. On avait des choses que les autres n'avaient pas. Et ça a joué énormément. Et moi, je me suis toujours battu pour que, disons, un camping-car rapido évolue, mais ne change pas du tout au tout. J'ai souvenir d'un client qui avait acheté une marque concurrente au Salon du Bourget, livré au mois de avril-mai, parce que les délais étaient très longs à l'époque. Et au mois de juin, il s'est aperçu que cette marque concurrente-là avait changé totalement ses modèles. C'est-à-dire qu'il avait un modèle neuf depuis un mois et demi. Il était complètement démodé. Et moi, je me battais à l'époque pour que, disons, les rapidos évoluent dans les tons, dans les formes, etc., mais sans grand changement. Mais les camping-cars de l'époque, d'une année sur l'autre,
On voyait la différence. Mais un client ne se sentait pas démodé. Et ça, c'était important. On était sur un petit parking où il y avait 2 ou 3 camping-cars. Et je ne me suis jamais mis dans les endroits où les camping-cars sont parqués. C'était toujours du sauvage, toujours. Et là, on était dans un petit parking où il y avait 2 camping-cars. Et on arrive le vendredi soir. Je dis, oh là, il n'y a plus de gaz, on ne va plus avoir de chauffage, je vais aller en chercher. On avait repéré une station-service. Et j'étais allé chercher du gaz. Pour marquer la place, j'avais laissé la boîte à outils avec ma femme. Et j'étais allé chercher le gaz. Donc je prends j'arrive dans la station par le haut des Menuires, je prends la station à contresens, jusque-là pas de problème. Je branche la bouteille de gaz, je paye, je vais, et prêt à partir. Je dis, moi, je vais sortir par l'autre côté. C'est ce que j'ai fait. Sauf que j'ai coupé au cours. Il faisait nuit, les voitures montaient, que c'était un vendredi soir, ils montaient en station, donc il fallait viser le bon trou. Je fonce, et là, le camping-car, disons, les roues avant ne touchaient pas, et les roues arrière ne touchaient plus. Donc, le camping-car était... je suis mal, et ma femme était toujours sur la boîte à outils, hein. Et je vais voir le gars de la station-service. Il me dit, non, moi je ne peux rien faire. Je dis, si, essayez. Alors, il avait une dépanneuse. On a essayé de tirer, ça ne bougeait pas. Il y avait un petit jeune qui était dans le... Si on essayait avec le 4x4 plus la dépanneuse, le mec a dit, oui, moi attendez, je vous fais signer une décharge et tout, je vais pas... Et j'entendais crac, 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 crac. Et on a réussi à retirer le truc. J'ai regagné la boîte à outils et ma femme, qui avait été accueillie par le voisin quand même, parce que déjà il était quand même 3 heures. Hein. Et il y avait juste le marchepied qui était arraché. Une autre fois, j'ai aussi arraché j'ai arraché tout un bas de caisse. Alors ça, c'est à Millau, là. Je m'en souviendrai toujours. Alors jamais j'allais sur les terrains aménagés pour les camping-cars. Et puis là, il faisait nuit, ma femme me dit, ce serait bien. Et on passe à côté d'un terrain aménagé. Je rentre dans le truc, tout était complet. Bon, je fais demi-tour pour repartir. Je demande à ma femme de me guider. Et on gardait un petit chien d'une de mes filles. Il s'est débiné, ma femme court après, plus personne pour me guider, bien sûr. Et il y avait des petits poteaux pour marquer le chemin. J'ai arraché tout le bas de caisse. C'était un coffre qu'il y avait, mais enfin, j'ai arraché la porte de la cave. Et alors c'est pareil, je faisais des photos à l'époque des camping-cars, quand je partais en tournée comme ça. Alors, je faisais l'autre côté. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous espérons qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos autres épisodes sur notre site rapido.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.